mes amis. Suivez la radio Héritage FM sur 99.7 MHz, la radio sans frontières. Au fil du temps, nous avons forgé notre expertise sur vous, en adaptant continuellement nos produits et services selon vos attentes. PCDC, bâtisseur d'avenir. Merci à tous de regarder Héritage Télévision. C'est l'heure de votre grande édition du journal Les Temps du Monde. À la une de l'actualité initialement prévue pour le 14 décembre et dont le lancement officiel devait intervenir à ce vendredi, la rentrée académique est reportée à une date ultérieure, annonce du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Ce report est fait suite aux décisions du chef de l'État sur notamment le couvre-feu des 21h à 5h du matin, l'interdiction de réunions et rassemblements de plus de 10 personnes ainsi que le respect des mesures barrières. Le ministère de l'ESU invite ainsi le chef d'établissement à respecter les décisions de la haute hiérarchie. Toujours en rapport avec cette actualité dans la province du Sud-Kivu, les parents et élèves demandent au chef de l'État de surseoir la mesure de suspension des activités académiques sur toute l'étendue du territoire national suite à la maladie à coronavirus. Ils l'ont dit ce jeudi 17 décembre 2020 après la publication d'un certain nombre de mesures par le chef de l'État. Correspondance de René Bagalois. Selon certains étudiants abordés, ce 17 décembre 2020, à Bukavu, les mesures concernant l'éducation semblent ne pas répondre à leurs besoins. Pour eux, ces report vient une fois de plus à affecter l'année scolaire et l'année académique, comme l'année passée. Moi, je ne suis pas assez satisfait parce que l'année passée, les choses étaient vraiment compliquées. On n'avait pas étudié comme il faut. Et cette année encore, ça commence. Vous voyez vous-même, l'année pourrait commencer les 14. Si on fait le confinement, on reconfine encore. Je pense que ça, il n'a pas bien fait. Parce qu'on n'avait pas même étudié. Cette année encore, on ne va pas accumuler à ceux de notions. Moi, je pense que le président peut revoir ce qu'il a dit. Premièrement, moi, je suis étudiant finaliste. Après l'annonce du reconfinement par le président de la République, vraiment, j'étais très désolé. De vous-même, comme vous le savez, l'année passée, on n'avait pas fini l'année, on n'avait pas étudié comme on devrait. Mais vraiment, nous sommes très désolés, nous regrettons fort de comprendre encore ça. Et il a fallu que le président puisse revoir ces décisions, permettre la continuité des activités académiques. Parce que c'est avec regret que nous avons appris les mesures édictées par le président de la République concernant les nouveaux reconfinements. Je vais parler du reconfinement parce qu'il n'a pas utilisé ces mots-là, mais à vrai dire, c'est un reconfinement. Pourquoi? Il laisse fonctionner les églises, il laisse fonctionner les bars et restos. Mais ce qui est étonnant, il reporte l'ouverture de l'année académique. Jusque-là, on ne sait même pas à quand
on va reprendre la route de l'école. Nous prions au président de revoir ces mesures-là, sinon ça ne nous aide à rien. Nous qui avons souffert l'année passée, nous avons terminé l'année avec trop de difficultés. Nous avons fait 5 mois, au moins 5 mois sans étudier. Maintenant, on ne sait pas, nous allons encore faire combien de mois, sinon ça ne va pas. Il souhaite voir le chef de l'État revoir sa décision pour éviter des irrégularités. D'une province à une autre dans la province de la Chopo, profitant de son séjour dans cette partie du pays, le cardinal Fridolin Ambongo a visité l'université de Kisangani le mercredi dernier, une occasion pour lui d'exhorter les étudiants à prendre au sérieux leurs études. Laurent Kangissa est notre correspondant depuis Kisangani. Regardez. L'université de Kisangani a reçu ce mercredi pour la première fois de son histoire la visite d'un cardinal. Son éminence Fridolin Ambongo a profité de son passage ici à Kisangani pour visiter cette troisième grande université du pays. À l'occasion, il exhorte les étudiants à prendre au sérieux les études. Je voudrais tout simplement encourager non seulement le corps académique, scientifique, mais surtout les étudiants qui sont là, de profiter de ce moment pour se laisser former, pour prendre de bonnes habitudes, parce que ceux qui deviendront demain, c'est ceux qui sont en train de construire aujourd'hui. Surtout qu'ils ne ratent pas leur rendez-vous d'aujourd'hui avec l'histoire. Le comité de gestion de l'UNIKIS, après avoir présenté la carte postale de l'institution à son hôte de marque, a saisi de l'opportunité pour poser notamment les problèmes d'équipement des cliniques universitaires. Cette structure sanitaire souffre d'un manque criant d'appareils médicaux modernes qui l'empêche de jouer son rôle d'hôpital tertiaire. Professeur Gracien Mokonzi, secrétaire général administratif, assumant l'intérim directeur. L'université de Kisangani lance un appel à toutes les bonnes volontés afin de l'aider à mieux équiper les cliniques universitaires, surtout pour qu'elles jouent pleinement leur rôle de centre de référence tertiaire et celui d'encadrement des médecins en formation, tant du premier que du second et troisième cycle. Votre première visite, Éminence, est sans doute une grande bénédiction, car nous sommes convaincus que désormais, l'UNIKIS bénéficiera de vos saintes prières et pourquoi pas de votre lobbying pour son développement. Notons que le cardinal Fridolin Ambongo revient du diocèse de Bondo dans la province voisine d'Ibazouélé, où il est allé commémorer les centenaires de ce diocèse. Kisangani, Laurent Kangissa pour la radio-télévision Héritage. Parlons santé à présent pour faire le point sur l'évolution du coronavirus sur toute l'étendue du territoire national. Le comité multisectoriel de lutte contre la pandémie de Covid-19 a annoncé 159 nouveaux cas confirmés de coronavirus ce mercredi 16 décembre 2020, dont 133 à Kinshasa, la capitale, 25 au Congo central, et dans le Haut-Katanga. 2 décès supplémentaires sont enregistrés à Kinshasa. À côté de cela, 151 nouvelles personnes guéries sorties justement, et parmi les personnes suivies à domicile, dont 118 à Kinshasa, 13 au Congo central, 11 dans les Lualaba, 3 en Ituri, 3 au Maniema, 2 au Nord Kivu, 1 dans le Sud Kivu. 536 échantillons ont été testés ce mardi. La RDC a dépassé donc la barre des 15 000 cas de Covid-19. Le nombre de personnes sorties guéries de Covid-19 a également dépassé la barre des 13 000 en République démocratique du Congo. En ces jours, les malades actifs sont au nombre de 2079 depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020. Le cumul de cas est de 15 089 cas confirmés, dont 15 088 cas confirmés et 1 cas probable. Au total, il y a eu 366 décès et 13 010 personnes guéries. Dans le reste de l'actualité, c'est mardi 15 décembre, il a été décidé un couvre-feu sur l'ensemble du territoire national à partir de ce vendredi 18 décembre pour contrer la propagation de la deuxième vague de Covid-19. Dans une correspondance adressée au gouverneur de Kinshasa, la FEC demande quelques dérogations en faveur de plusieurs secteurs d'activité qui ne peuvent coopérer sous le couvre-feu. L'administrateur délégué de la Fédération des entreprises du Congo, Kimona Bonongue, dans un courrier daté du 16 décembre 2020,
demande au gouverneur de la ville de Kinshasa des autorisations spéciales au bénéfice des entreprises pour la libre circulation du personnel et des véhicules de transport de marchandises dans la capitale pendant les heures de couvre-feu, soit de 21h à 5h, tel que décrété dès ce vendredi 18 décembre pour le patronat congolais, afin de répondre à la demande de certains produits, particulièrement ceux des grandes consommations. Plusieurs entreprises sont obligées de maintenir la chaîne des productions opérationnelles en aménageant l'horaire du travail du jour comme la nuit. Tel est le cas du secteur de la panification, de services de livraison de marchandises, des services de gardiennage, des services d'entretien et de maintenance dans les télécommunications et même le transport aérien. Toujours sur ce même chapitre, dans la province du Haut-Katanga, le maire de la ville de Lubumbashi, Robert Lubaba Buluma, a lancé un message à l'intention de tous les Louchois sur la mise en vigueur de ces couvre-feux qui sera instauré déjà à partir de ce vendredi 18 décembre 2020. Il demande à tous les Louchois de respecter scrupuleusement les gestes barrières. Je vous prie de les suivre dans ses propos. Louchoises et Louchois, conformément à la décision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant à lutter contre la Covid-19 dans notre pays, nous vous informons qu'à partir de ce vendredi 18 décembre 2020, un couvre-feu sera instauré de 21h à 5h du matin sur toute l'étendue de la ville de Lubumbashi. Cette mesure est de stricte application pendant cette période où nous devons ensemble observer les gestes barrières, port obligatoire de masques ou cache-nez, respect de la distanciation sociale, lavage constamment des mains avec du savon ou usage du gel hydroalcoolique, pas de salutations à la main afin de bloquer la propagation du coronavirus. Par la même occasion, nous interdisons toute cérémonie festive ou funèbre, ainsi que des réunions et rassemblements de plus de 10 personnes. Des productions artistiques, des kermesses ne pourront pas être organisées jusqu'à nouvel ordre. Pas de marche à caractère public. Par ailleurs, nous appelons aux chauffeurs de véhicules commis au transport en commun qu'ils doivent impérativement respecter l'arrêté urbain portant fixation des nombres de passagers dans les taxis et taxibus. Ensemble, nous pouvons vaincre cette pandémie si chacun observe les règles hygiéniques édictées par les professionnels en santé. Je vous remercie. Dans la même veine, il se constate un relâchement des mesures barrières dans la ville de Lubumbashi, alors que la deuxième vague de la maladie à coronavirus a été annoncée en RDC. C'est jeudi, nos reporters ont fait la ronde dans certains endroits publics, à l'instar de marchés et certaines avenues au centre-ville de Lubumbashi. Rares sont ceux qui portent un masque. Michael Mutula et Joe Abraham Tumba pour les constats. On dirait que la pandémie à coronavirus n'existait plus en RDC alors que le pays fait face à une deuxième vague de cette pandémie. À Lubumbashi, la population semble s'élasser par rapport à l'observance des gestes barrières. Nous sommes là au centre-ville, précisément à la grande place de la Poste et sur quelques avenues les plus fréquentées. Rares sont ceux-là qui portent le masque de protection contre la Covid-19. Le risque de contamination est très permanent. Face à ces relâchements constatés, les raisons sont bien divergentes. Certains pensent que cela relève de manœuvres politiciennes et d'autres par contre estiment que la maladie est bel et bien là, mais cependant ces dispositifs semblent étouffants, sans se rendre compte que face à la véracité de fait, la prévention reste la meilleure façon de se mettre à l'abri de ces fléaux. Direction à présent à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga où le président de cet organe délibérant, Freddy Kachoba, a eu une séance de travail ce jeudi 17 décembre 2020 avec la commission aménagement du territoire élargie aux services techniques. L'objectif était de mettre sur pied quelques stratégies en vue de trouver des solutions aux différends qui entrent dans ces attributions. Je vous prie de suivre Juvenal Kintongwa dans ses propos recueillis par Nathalie Mwanza et Alfandala. Nous avons été reçus par le président de l'Assemblée provinciale pour essayer de passer en revue
avec les techniciens du cadastre de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, de passer en revue sur le dossier important qui concerne la population. C'est notamment le dossier du cimetière de Kassangiri, le dossier du cimetière de la Loano et également c'est-à-dire tout le dossier de Kamasaka aussi, et le dossier effectivement de l'archidiocèse de Lubumbashi. Et nous avons pu échanger. Il y a des pistes de solutions qui ont été retenues et le président nous a demandé que nous puissions travailler ensemble avec les services techniques afin que les intérêts de la population soient protégés. Bon, la stratégie, c'est de créer une grande synergie entre l'Assemblée provinciale, le gouvernement provincial, le cours des tribunaux ainsi que les services techniques pour que dossier sur dossier, que nous puissions voir dans la mesure du possible comment régler, parce qu'il y a des dossiers aussi qui ont beaucoup traîné, qui ont fait des années, et le président nous a demandé qu'il y avait quand même urgence que tous ces dossiers puissent trouver des solutions dans un bref délai. Actualité en bref, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, arrive ce vendredi 18 décembre à Lubumbashi, juste après son passage dans la ville de Kolwezi. L'information est confirmée via un communiqué signé par le comité d'organisation et d'accueil de sa plateforme, le FCC. Selon ces communiqués, un programme de rencontres en groupe restreint sera organisé dans le strict respect des gestes barrières tels que recommandés par le comité multisectoriel de lutte contre la pandémie. À cet effet, ces comités informaient que toutes les marches avec la population ainsi que les rassemblements à la place de la Poste est annulé suite à l'aggravation de la situation sanitaire avec la recrudescence de la deuxième vague du coronavirus dans le pays. Sur ces mêmes dossiers, Esther Dur a recueilli les propos de quelques louchois qui expriment en tout cas le désir d'aller accueillir l'ancien président de la RDC tout en respectant les gestes barrières. Suivez. Je suis content de l'annonce de l'arrivée du Raïs Joseph Kabila Kabange à Lubumbashi. Je félicite cette annonce et je me sens obligé, en respectant les mesures barrières telles que dictées par les autorités du pays, j'irai lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a fait pour la République démocratique du Congo. Merci pour l'alternance pacifique. Et je pense, ceux qui estiment que cet homme a fait quelque chose pour ce pays, respectant les mesures barrières, on peut lui dire merci et l'approcher dans la ville de Lubumbashi pour son séjour en tant que digne fils de ce pays, en tant que patrimoine national, en tant que patrimoine africain. Voilà ce que je voudrais vraiment manifester comme sentiment par rapport à cette annonce. Et je crois qu'il y a ceux des Congolais qui estiment que c'est important de le voir même en passant. Et je crois, moi je le ferai demain. Napikia Aksanti, président de la République, dû à ma mesure barrière, dû à protéger. Mais du fait que président Kabila iko nakuya, d'ailleurs iko nakuya mwabo mukatanga, na muntu ashafa bizuri, kona muntu alitika mbele kuikala mu pouvoir na 1+4, et puis analeta ukimya mu pays yetu, na analeta amani, ana utilisé sagesse juu ya passation ya pouvoir pacifique. Pour moi, yozo ndata pa balabala ni pepe ata kumpepea ku cortège yake. Quand même ni mupikia aksanti sana muvile anarudia kukatanga. Parlons justice à présent. La création des instances judiciaires spécialisées dans le traitement des dossiers et entrée aux crimes décents, aux crimes économiques et bien d'autres figuraient parmi les points abordés par le chef de l'État lors de son adresse à la nation le lundi dernier. La question que l'on se pose, vu qu'en RDC, il existe déjà les cours et tribunaux, quel sera l'apport de ces instances? Maître Oscar Mbala, avocat au barreau de Lubumbashi, répond à cette question dans ses propos recueillis par Michael Mutula. Le chef de l'État a annoncé avec la diplomatie la création de tribunaux spéciaux qui vont se charger effectivement des crimes économiques, des crimes de sang et autres crimes. Néanmoins, les attributions spéciales seront déterminées et définies par l'Assemblée nationale réunie pour donner les quitus de ces tribunaux spéciaux
et leur caractère juridique, les compétences matérielles et ainsi que les compétences juridictionnelles qui concernent aussi les limites d'action de ces tribunaux. Le chef de l'État a annoncé aussi dans ses projections la création d'un parquet de finances. Le parquet de finances qui aussi s'en chargera à poursuivre les crimes économiques, les détournements des deniers publics et autres infractions liées à la malversation financière. Donc ce sont des très bonnes initiatives parce que vous le savez très bien comme moi, les cours et tribunaux qui sont en place en République démocratique du Congo ont des difficultés de pouvoir traiter des matières spéciales ou spécifiques. Par exemple, en ce qui concerne les crimes économiques, en ce qui concerne les mécanismes administratifs, dans les poursuites de ces crimes, il y a une lourdeur par rapport au déclenchement de poursuites judiciaires et même les enquêtes quand il s'agit de personnalités où il faudra mener plus d'investigations. Donc la RDC est butée toujours à des difficultés. C'est comme ça, dans la réflexion, dans la projection du chef de l'État, il voudrait bien rapprocher les justiciables à la justice. En marge de la célébration de la lutte contre le VIH-Sida, notre rédaction s'est focalisée sur les personnes séropositives au sein des entreprises publiques tout comme privées. À ce jour, certains seraient victimes du licenciement à cause de leur état sérologique. Pour Maître John Kabouya, activiste des droits de l'homme, cela est une entorse au regard du cadre de travail. Il appelle par ailleurs toute personne ayant perdu son travail à cause de son état sérologique de saisir les instances habilitées afin de revendiquer leurs droits. Je vous prie de les suivre dans ces propos recueillis par Joe Abraham Toumba. Quelqu'un atteint par le sida, on ne parle pas que cette personne est inapte. Maintenant, quelqu'un qui est atteint par le corona, parce que le corona est très dangereux par rapport même au sida, que s'il y a un Congolais, un travailleur qui est victime de ce licenciement, il peut consulter un avocat pour attaquer cette entreprise-là. Alors même s'il y a les employeurs qui sont en train de licencier les agents à cause de leur état, là ce n'est pas correct que les employeurs s'abstiennent par rapport à ça. Nous tous ici, nous avons toujours une petite maladie dans nos corps. Et là, je demande seulement à ceux qui sont victimes de ces licenciements de nous contacter, de contacter les avocats afin qu'on les réhabilite dans leurs droits. Parce qu'il y a des employeurs qui se permettent de faire n'importe quoi. Toujours en rapport avec cette célébration sur la lutte contre le VIH-Sida, dans la province de la Tchopo, la situation de lutte contre cette maladie connaît une évolution lente pour cause l'appui ne suit pas le rythme du travail. Correspondance de Laurent Conquissa. Tchopo a célébré ce mercredi la 32e journée de la lutte contre les VIH-Sida. Occasion pour la coordination provinciale du programme national de lutte contre les sida dans la Tchopo de présenter la situation de la lutte. Selon les coordonnateurs provinciaux, la lutte contre les VIH-Sida évolue à dents des scies dans la Tchopo. Si les efforts sont fournis pour réduire le nombre de nouvelles contaminations, mais l'appui ne suit pas, déplore Dr Aloïs Olinda. Il y a d'abord la réduction des financements par le Fonds mondial. On a fait 2 trimestres, on n'a pas été financé. Il y a par exemple la rupture en intrants. Parce que pour mener la lutte, il faut le temps. Pour sensibiliser, quand il y a des besoins, il faut nécessairement satisfaire les besoins. Et les ARV pédiatriques, on a fait presque 3 ans sans ARV pédiatrique. Or, ce que nous cherchons ici, c'est l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. En ce qui concerne la prévalence ou les taux de personnes infectées du VIH-Sida, comparé aux résultats de 2017, la province connaît une diminution du nombre de cas précis
les coordonnateurs du PNLS. La séroprévalence en 2017, nous étions à 4%. C'est-à-dire que sur 100 femmes qui venaient, il y a 4 au moins qui étaient séropositives. Mais dans la routine, nous voyons qu'il y a une inflexion, nous sommes presque en deçà de 1%. Et c'est la vraie image, parce que la séroprévalence que nous faisons, c'est une image instantanée. Quand on fait la séroprévalence, on appelle les gens, beaucoup de gens viennent à ce moment-là. Mais dans la routine, il y a quelques personnes qui viennent seulement, et là, nous avons presque une physionomie qui est... Et là, nous sommes à 0,4%. Même 0,4%, si vous multipliez par le nombre de la population, vous trouverez comme qu'il y a un chiffre qui est important. Contrairement aux années antérieures où les activités de l'IT se réalisaient seulement dans quelques zones de santé, actuellement, toutes les 23 zones de santé de la Tchopo mènent les activités de l'IT contre les VIH et SIDA. Kisangani, Laurent Kangissa pour la radio-télévision Héritage. Place à présent aux informations au-delà de nos frontières. Et son nom est entré dans l'histoire en Tunisie. L'immolation le 17 décembre 2010 de Mohamed Bouazizi, un jeune vendeur ambulant des Sidi Bouzid, lancé la contestation qui allait emporter le régime du président Ben Ali et provoquer une onde de choc sans précédent dans le monde arabe. Retour sur ces événements qui ont donné les coups d'envoi de ce qu'on a appelé le printemps arabe. TV5 Monde. Dans le centre de la Tunisie, Sidi Bouzid n'a rien d'une ville révolutionnaire. C'est le premier centre agricole du pays, moins de 50 000 habitants. Ce 17 décembre 2010, c'est ici pourtant que tout bascule. La police a confisqué la marchandise d'un petit vendeur ambulant. Il a tenté de plaider sa cause auprès des autorités locales en vain. Alors il s'est aspergé d'essence, raconte sa sœur, 3 semaines après son décès. Mohamed a été humilié, il est mort de l'oppression des autorités, elles sont responsables. Mohamed Bouazizi était le pilier de la famille. Son nom s'écrit désormais partout. Il devient l'icône des laissés pour compte. C'est le début d'une mobilisation sans précédent dans ce petit pays du Maghreb dirigé par un président occidentalisé qui met en avant l'image d'une démocratie arabe moderne, bien vue, notamment par la France. Mais sous le vernis des apparences, un autocrate. Zine El Abidine Ben Ali en est à son 5e mandat. Le clan Trabelsi, Leïla, son épouse et la famille élargie se sont considérablement enrichis au fil des ans. Le népotisme dans toute sa splendeur. Mohamed Bouazizi, c'est l'autre Tunisie, celle des gens ordinaires plombés par la corruption et qui ne trouvent pas d'emploi, malgré les diplômes. Sa mort est l'électrochoc qui rallume la colère du désespoir. Appuyés par le puissant syndicat UGTT, les manifestations prennent une tournure politique et virent à l'émeute. Les Tunisiens n'ont plus peur de parler haut et fort, ils réclament la chute du régime. On veut qu'il dégage, merde, qu'il dégage, et que les prisonniers d'opinion dans cet établissement même, derrière vous, qu'ils sont libérés. Fin décembre à la télévision, le président tente de reprendre la situation en main, sans succès. Le 13 janvier, il annonce la fin des tirs contre les manifestants, promet une liberté totale d'information. Et moi, je vous ai compris. Il s'engage à partir en 2014. C'est maintenant, rétorque la rue, noir de monde. 14 janvier 2011, le président et sa famille se sont enfuis vers l'Arabie Saoudite. Le Premier ministre prend l'intérim. Le dictateur est tombé, mais pas le système. La révolte se poursuit et se déplace vers l'Égypte et la Libye. Certains veulent croire en un printemps arabe. Avant de refermer complètement cette édition du journal, le président français Emmanuel Macron est testé positif au coronavirus. C'est jeudi 17 décembre 2020, un test réalisé après manifestation de premiers symptômes. France 24. La nouvelle est tombée peu avant 10h30 par communiqué de l'Élysée. Le président de la République a été diagnostiqué positif à la Covid-19 ce jour. Ce diagnostic a été établi suite à un test PCR réalisé dès l'apparition de premiers symptômes. Au Sénat ce matin, Gérard Larcher, son président, est en train d'évoquer la situation sanitaire en France. Sur la place de la stratégie vaccinale dans le dispositif de lutte contre l'épidémie de Covid-19. Lorsqu'il annonce que Jean Castex ne viendra pas, il est cas contact du président. Il s'applique à lui-même ce qu'il demande aux Français. Et par principe de précaution, il s'isole en attendant les résultats des tests. Richard Ferrand part également à l'isolement. Le président de l'Assemblée nationale était au Conseil régional de Bretagne ce matin. Il a dû le quitter avant la fin des débats. Hier soir, dans la salle des fêtes de l'Élysée, Emmanuel Macron dînait avec lui, ainsi qu'une dizaine de personnes, dont François Bayrou, Christophe Castaner ou Stanislas Guerini. Ce dernier part aussi à l'isolement. Un peu plus tôt dans la journée, il rencontrait le Premier ministre portugais António Costa,
qui s'est déclaré depuis cas contact. Lundi, c'étaient les membres de la Convention citoyenne pour le climat. Le débat avait duré 4 heures. Le ministre Marc Fesneau était à ses côtés. Il se dit lui aussi cas contact. Une liste qui pourrait s'allonger dans la journée. Voilà, c'était l'essentiel de cette grande édition du journal préparée par toute la rédaction de Héritage Télévision. Merci à vous de l'avoir regardé sur toute l'étendue du territoire national, notamment à Kinshasa, la capitale. Je vous retrouve demain à la même heure. Restez fidèles au programme. Ce journal vous a été offert par la Banque commerciale du Congo. BCDC, bâtisseur d'avenir. Nous vous introduisons et ramenons le nouveau bonbon Frigo, écrémé, riche en lait, avec des nouvelles saveurs diversifiées. Nous avons des saveurs telles que le chocolat. Rien que pour le délice de la bouche. Nous avons des saveurs tropicales dans toute sa variété. Nous avons de l'ananas, de la fraise et bien plus encore. Frigo, le plaisir à partager. Faites comme moi mes amis, suivez la radio Héritage FM sur 99.7 MHz, la radio sans frontières.